Pourquoi est-il important d'accepter de se faire aider pour soi et ou pour son couple? C'est le sujet de ce 47e épisode du podcast Les chemins du couple. Le podcast Les chemins du couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. Chaque semaine, j'aborderai avec vous les différents aspects de la vie de couple et des relations en général pour vous permettre d'être bien au quotidien et de mieux comprendre les différentes facettes de la relation de couple. À mi-chemin entre développement personnel et psychologie, ce podcast vous proposera un doux cheminement vers plus de bien-être, plus de paix, avec vous-même et dans vos relations de couple. Parce que tout est un apprentissage, y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Comme vous le savez, l'objectif de ce podcast, de mes interventions en ligne, de mes conférences, c'est de vous fournir des ressources, des réflexions pour améliorer votre qualité de vie personnelle et relationnelle. Et en tant que thérapeute spécialisée dans les relations depuis plus de 15 ans, j'ai décidé finalement de vous parler de cette importance d'accepter de se faire aider pour soi et ou pour son couple dans votre certaine situation en tout cas. Pourquoi j'ai décidé de créer un épisode spécial là-dessus? C'est pour essayer de démystifier un peu l'aide, l'accompagnement. Parce que souvent, demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse. Ben non, j'aimerais vraiment insister sur le fait que demander de l'aide, c'est déjà un signe de force. C'est un pas hyper courageux vers cette meilleure compréhension de soi, mais aussi de notre relation de couple. Alors dans cet épisode, je vais vous parler des objectifs, des obstacles courants à la demande d'aide justement, mais aussi les bénéfices que cela peut apporter, tant sur le plan personnel que relationnel. Parce que j'entends beaucoup de commentaires de personnes qui me disent en consultation, dans mes accompagnements, si j'avais su avant d'être venue, d'avoir attendu autant, de ne pas être venue te voir plus tôt. Et donc, moi, c'est vraiment ça que j'ai envie d'expliquer aujourd'hui. On va essayer d'éviter le « si j'avais su plus tôt ». L'accompagnement, il joue un rôle crucial dans le bien-être personnel. Et d'ailleurs, il y a eu de nombreuses études qui ont montré que le soutien psychologique contribue de manière générale au bien-être mental et émotionnel. Les premières études datent quand même en tout cas une principalement, date de 1977, qui a révélé que la thérapie a un effet vraiment notable sur l'état mental des personnes. Et donc, finalement, à quoi sert un accompagnement? Par exemple, un accompagnement régulier permet de mieux gérer le stress, l'anxiété, les états dépressifs. Ça offre des outils, des stratégies pour faire face aux défis, finalement, que nous offre la vie, les crises, les difficultés. Et donc, sur le plan relationnel, l'accompagnement est aussi essentiel. En 2012, c'est une étude de Snyder et Alford qui montre que les couples qui participent à des thérapies de couple voient une amélioration significative de leur satisfaction relationnelle, de leur communication. Et en effet, pourquoi? Parce que l'accompagnement aide à comprendre les dynamiques relationnelles, à améliorer l'intimité émotionnelle aussi entre les deux conjointes. Alors que le problème, c'est qu'il y a dans, en tout cas, la culture ici occidentale, alors un peu plus peut-être européenne que dans d'autres pays, c'est une croyance et qui est aussi stéréotypée finalement de l'accompagnement. Parce que trop de personnes pensent que demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse. Et c'est quelque chose qui est ancré, pas forcément en demandant de l'aide en thérapie ou par un professionnel, on est bien d'accord que ça se passe même ça au sein du couple, dans les relations. Et en fait, c'est tellement ancré dans notre culture que ça valorise uniquement
la force individuelle, l'autosuffisance. Et on nous apprend d'ailleurs très souvent, et bon peut-être que ça va parler à pas mal de familles d'entre vous, que pour réussir, il faut se débrouiller seul, que montrer ses faiblesses peut être perçu comme un signe de défaite. Ça, j'en ai parlé dans mes épisodes derniers là, au niveau de la vulnérabilité. Et en fait, cette croyance, elle est juste loin de la réalité. En fait, demander de l'aide, c'est un acte juste de sagesse. Ça montre qu'on est prêt à faire face à ces défis et à évoluer. Et d'ailleurs, une autre étude explique que les personnes qui sollicitent de l'aide démontrent généralement une meilleure résilience face aux situations stressantes et un meilleur bien-être émotionnel. Et donc, lorsqu'on arrive à reconnaître ses limites, lorsqu'on cherche activement des solutions, mais en fait, finalement, c'est faire preuve d'une grande force intérieure et d'une volonté de s'améliorer. Un des grands échanges que j'ai avec les personnes, c'est vraiment ça. C'est quand l'un dans le couple a essayé d'améliorer la relation et que l'autre ne se met pas un tout petit peu en question, ne reste sur ses acquis. Ça, c'est souvent des gros blocages émotionnels entre les partenaires. Ne pas juste s'ouvrir un tout petit peu. Dans la relation de couple, c'est vraiment, cette démarche, elle est cruciale parce que lorsqu'on accepte de se faire aider, ça permet, par exemple, de casser ce cycle de conflits récurrents ou de mutisme récurrent. Ça évite aussi beaucoup l'accumulation de ressentiments et ça va ouvrir, vraiment en fonction bien évidemment du thérapeute que vous choisissez ou de l'accompagnant que vous choisissez, une meilleure communication. On essaye de mieux se comprendre, de mieux comprendre son partenaire. Et donc en fait, c'est vraiment un investissement qui est précieux, mais pour son bien-être personnel, mais aussi vraiment relationnel. Et lorsqu'on demande de l'aide, on prend la responsabilité de son bonheur et de celui du couple. Et on montre aussi à son partenaire qu'on est engagé dans la relation et prêt à faire des pas nécessaires pour renforcer cette relation. Et donc, c'est aussi un geste qui peut inspirer également à votre partenaire à faire de même. C'est-à-dire que j'arrive même des fois à accompagner à un moment donné, quand on a fini le travail du couple, mais on continue sur le travail individuel alors que la personne, au tout début, était très sceptique, en fait. Et c'est normal, c'est parce qu'à un moment donné, il faut créer ce cercle vertueux de soutien, de croissance. Un autre obstacle que j'entends, en tout cas souvent, qui empêche de demander de l'aide, c'est la peur du jugement. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles seront perçues comme incapables, dépendantes si on demande de l'aide, même la peur d'être jugée par le thérapeute. Alors que profondément, bien évidemment, tous les accompagnants n'ont pas les mêmes formations, mais en tout cas, moi de mes valeurs, c'est le non-jugement. Quoi qu'il se soit passé dans le couple, quoi que chacun ait fait. Et en effet, cette peur du jugement est aussi culturellement enracinée parce qu'en fait, on veut garder une image de soi forte et autonome. Alors qu'en fait, à nouveau, chercher à demander de l'aide, c'est juste une démarche proactive et responsable. Reconnaître ses besoins et agir pour y répondre, c'est une preuve de maturité et aussi une vraie preuve de prise en charge de sa propre vie. Et il y a eu une autre étude en 2006 qui montrait que ceux qui cherchent de l'aide sont souvent plus perçus positivement que ceux qui évitent de le faire, parce que ça montre vraiment une vraie démarche de résoudre les problèmes et de s'améliorer. Chercher de l'aide, ça signifie pas que vous êtes faible ou incapable. Ça montre que vous êtes justement assez fort pour admettre que vous ne pouvez pas tout résoudre seul et que vous êtes aussi assez courageux pour chercher des solutions. Et donc c'est une démarche qui peut vraiment, non seulement, comme je le disais, améliorer son bien-être personnel, mais aussi renforcer la relation de couple en surmontant la peur du jugement, en surmontant déjà des croyances qui peuvent nous limiter, tout simplement.
Et un autre obstacle, c'est souvent les préjugés sur la thérapie de couple, sur les accompagnements. Et en fait, il y a de nombreuses personnes qui ont des idées reçues sur l'échec de la relation lorsqu'on consulte un thérapeute. Et en fait, elles pensent que faire appel à une thérapie de couple signifie que leur relation est vouée à l'échec et qu'ils ne peuvent plus rien faire pour la sauver. Et en fait, ça, c'est pas vrai, c'est loin de la vérité. Souvent, la thérapie de couple, c'est aussi une mesure préventive. Et l'idée, alors moi, c'est un peu pour cela que je me bats, que je vous transmets toutes les informations, c'est bien évidemment, on me demande souvent, mais pourquoi je devrais investir maintenant sur mon couple alors qu'on finalement, on n'est pas au fond du trou. Mais justement, quand on est au fond du trou, les dégâts sont beaucoup plus forts. Et donc, il ne faut pas commencer à consulter quand les problèmes sont insurmontables, quand le ressentiment est trop fort. Il y a eu une autre étude en 85 qui ont vraiment montré que les couples qui participent à une thérapie avant que leurs problèmes ne deviennent graves ont beaucoup plus de chances de résoudre les conflits, de renforcer leurs relations. En réalité, lorsqu'on cherche de l'aide, dès que les difficultés apparaissent, ça permet de traiter les problèmes à leur source et de prévenir l'aggravation de celles-ci. Et c'est là vraiment où même les thérapies sont les plus efficaces. Quand on est au bout du bout, ben oui, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plus de travail, il y a plus de ressentiment. Trouver la paix, c'est beaucoup plus difficile. Alors que finalement, la thérapie de couple, elle offre justement un espace sécurisé où chacun peut exprimer les sentiments, les besoins, les préoccupations. Et ça permet de clarifier immédiatement les malentendus, les conflits, et de renforcer la communication et la connexion émotionnelle. Donc lorsqu'on choisit d'aborder les problèmes tôt, chacun peut apprendre des outils, des techniques pour gérer les conflits et maintenir une relation saine et épanouie. Alors moi, ça, c'est vraiment mon cheminement. C'est-à-dire que tous les thérapeutes, les psychologues, les médiateurs vont avoir chacun leur technique, leur façon, leurs approches de faire. Moi, la mienne, c'est de vous rendre le plus autonome le plus rapidement possible. Donc, il y a beaucoup aussi d'explications, de transmission d'informations pour que vous puissiez vraiment vivre cette relation sans moi à terme. Donc ça, moi, c'est vraiment le cœur de mon approche également. Et c'est pour ça que j'ai à la fois la thérapie, les séances, les accompagnements en ligne en fait. Et quand on arrive à surmonter vraiment tout ça, quand on considère cette thérapie de couple comme une ressource précieuse, alors les difficultés vont être de vraies opportunités de croissance et d'amélioration pour soi et ou pour le couple. Beaucoup de personnes aussi craignent le regard des autres. Et elles pensent qu'aller voir un thérapeute, ça signifie que quelque chose ne va pas chez moi ou dans la relation. Et ça, c'est une stigmatisation qui empêche d'aller chercher l'aide dont on a besoin. Pourtant, à nouveau, c'est influencé par les stéréotypes, les idées reçues sur la santé mentale, la thérapie, le coaching. Et en fait, voir un thérapeute, c'est pas un signe de nouveau de faiblesse, c'est une démarche à nouveau proactive et saine pour maintenir vraiment ou restaurer l'harmonie dans sa propre vie, dans ses relations. Et donc, pour moi, je trouve qu'il est vraiment important de changer cette perspective. Consulter un thérapeute, ça ne veut pas dire que vous êtes cassé, que vous êtes défectueux, quoi. Au contraire, ça montre que vous prenez soin de votre bien-être, que vous prenez votre relation au sérieux. Et c'est comme le fait de consulter un médecin à un moment donné pour des problèmes physiques. Ça peut être aussi tout à fait normal de consulter un thérapeute pour des préoccupations émotionnelles et relationnelles. Parce que justement, la thérapie, l'accompagnement offre un espace sûr, confidentiel, pour explorer ses pensées, ses sentiments, apprendre aussi de nouvelles choses, par exemple au niveau de la communication, au niveau de la gestion du stress. Et donc, elle permet aussi de prévenir les problèmes avant qu'ils ne deviennent trop grands. Et donc, c'est important pour moi, vraiment, de surmonter cette stigmatisation au niveau de la thérapie. Ça doit devenir juste une démarche saine, responsable. La première chose, je vais faire un peu d'humour et une petite parenthèse,
Quand des fois je reçois des parents qui me disent ah, mais comment ils vont être impactés par nos crises, par notre séparation ou quoi que ce soit. Et avec beaucoup d'humour, je dis, et si en fait au lieu d'ouvrir un compte bancaire à nos enfants pour qu'ils aient un futur logement, bah, et si on ouvrait un plan épargne psy, quoi, en fait. Et je fais beaucoup rire parce que en tant que parent et moi-même, nos enfants auront toujours des répercussions. Et en fait, si très jeune, on peut justement ne pas stigmatiser l'aide, l'accompagnement, eh bien, je pense qu'on créerait vraiment une autre forme de relation pour tout le monde. Donc, l'accompagnement, c'est quoi? C'est un espace privilégié pour explorer, pour comprendre les aspects les plus profonds de vous-même. Et l'un des premiers bénéfices, c'est la connaissance de soi. Mieux se comprendre, identifier ses besoins, reconnaître ses schémas comportementaux. Et en effet, en thérapie, vous allez découvrir pourquoi vous réagissez de certaines manières face à des situations spécifiques ou pourquoi certains comportements se répètent constamment dans vos relations. Et ces prises de conscience sont essentielles pour entamer un processus de changement positif et durable. Puis aussi tout le volet émotionnel. La compréhension des émotions, c'est vraiment un autre aspect crucial du développement personnel qui permet d'identifier, de réguler les émotions difficiles. J'ai eu un commentaire, là, il n'y a pas très longtemps, en me disant qu'on ne parlait pas assez souvent des partenaires de conjoints hypersensibles et comment on devait faire pour gérer les personnes hypersensibles. Mais justement, les personnes hypersensibles doivent déjà apprendre à se gérer elles-mêmes, à se comprendre. Ce n'est pas à l'autre de faire le job. L'autre en face, il peut se montrer empathique, dans la compassion, on peut vraiment bosser pour que ça soit dans la compréhension. Mais à la base, même par exemple quand on est hypersensible, ce n'est pas notre partenaire de supporter nos états. Il faut déjà, nous, comprendre comment on peut, pas canaliser non plus, mais en tout cas que notre partenaire ne soit pas le punching ball de nos émotions. Et donc vraiment, en thérapie, c'est ça, on apprend à reconnaître les déclencheurs émotionnels par exemple, et à développer les stratégies pour les gérer efficacement. Donc, l'accompagnement, c'est vraiment aussi explorer les différents aspects de votre personnalité, de vos comportements, que vous aviez peut-être jamais pris le temps de comprendre. Et ça nous permet de faire des choix plus éclairés, alignés, aussi avec nos valeurs, nos aspirations. Et c'est là où on devient plus authentique et plus épanoui. Et en fin de compte, c'est vraiment tout ce processus qui va faire que ça va aussi nourrir dans le couple. Et ça, c'est important. Et au niveau de, donc, par exemple, des bénéfices aussi vraiment de la thérapie de couple, par exemple, hein, c'est vraiment l'amélioration de la communication, hein, parce que c'est pour moi un des piliers d'une relation qui est saine, qui est harmonieuse. Pourtant, on observe justement, de par notre histoire, comment c'est compliqué des fois pour certains couples de maintenir cette communication ouverte et respectueuse. Et donc, en créant cet espace sécurisé, mais en vous apprenant aussi à le créer, comme je le disais moi, de façon autonome, eh bien, chacun peut se sentir écouté, respecté, sans crainte de jugement, de reproche. Et c'est ça, le professionnel, en tout cas, moi, dans mon approche, moi, c'est ça que je vais vous inviter à créer aussi grâce à mes accompagnements. C'est de créer cette bulle où on peut vraiment être authentique, honnête. Et c'est là où on va favoriser vraiment une meilleure compréhension et une connexion émotionnelle. Et puis là, en effet, toutes les techniques en thérapie sont variées et efficaces. Chacun a la sienne. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ce qu'il faut, c'est vraiment trouver la bonne approche qui va vous convenir. Ça, pour moi, c'est le plus important. Et donc, par exemple, on va retrouver l'écoute active, on va trouver la formulation en parlant avec les messages « je », la communication non violente. Et donc, c'est tout ça qui va faire que les couples, en étant accompagnés, vont pouvoir, à long terme, résoudre des conflits de manière plus efficace. J'arrête pas de parler aussi de manière autonome, hein. Dans mon approche, c'est vraiment ça qui est important, parce qu'une des croyances, c'est que si on commence à aller voir quelqu'un, en fait, on n'arrivera jamais seul par la suite. Non, c'est pas vrai. Alors après, il y a peut-être
des thérapies, des thérapeutes qui ne vous dirigent pas vers l'autonomie. Ça marche, d'accord, c'est leur approche. Mais moi, par exemple, dans mon approche, j'ai vraiment une méthodologie où on va développer, que vous appreniez finalement les choses pour être autonome. En gros, moins vous venez me voir, mieux c'est pour vous, parce que c'est vraiment ça qu'il faut développer, l'autonomie. Moi, je suis contre tout ce qui est forme de dépendance. J'en ai souffert de cette dépendance, et donc à un moment donné, il faut vraiment développer ça. Donc après, choisissez bien l'accompagnant qui va vous permettre de trouver cette meilleure approche. Et alors, pareil, hein, aujourd'hui, avec Zoom ou quoi que ce soit, même si le lien en cabinet est sympa, Zoom, enfin les consultations en ligne ont permis quand même de beaucoup développer ça. Moi, j'accompagne vraiment des personnes à travers tout le monde et c'est riche de pouvoir proposer ça. Un autre aspect qu'on oublie, c'est que la connaissance du couple. On ne nous apprend pas le couple à l'école, dans nos familles, nos parents. Comment gérer les différences, les attentes, les conflits. Est-ce que vous vous rappelez une seule fois avoir eu un cours? Alors oui, on a des cours d'éducation sexuelle maintenant à l'école, hein, depuis, bon, et en plus, hein, ça fait pas très très longtemps. Mais est-ce on a des cours d'éducation relationnelle? Non. Et donc en fait, on nous apprend pas que chacun apporte un bagage dans la relation. Et cette thérapie, ces accompagnements vous permettent de mieux comprendre justement comment ça fonctionne. Et moi, c'est ça que je cherche à développer avec les accompagnements en ligne, par exemple, avec la semaine du couple. Je vais vous en parler en fin d'épisode. La semaine du couple qui est quand même un événement qui est gratuit, où vous découvrez beaucoup de conférences que je donne en live pour vous expliquer justement comment fonctionne le couple. Donc, il faut vraiment envisager l'accompagnement comme une ressource pour vous. C'est un investissement. Mais c'est un investissement dans la relation, dans le couple, comme si vous nourrissiez les langages de l'amour. Et ça permet de renforcer le lien entre vous. Donc ce n'est pas un signe d'échec, mais c'est vraiment un engagement à travailler activement pour le bien-être de la relation. Et donc l'accompagnement offre vraiment un espace pour explorer ces aspects de la relation, pour résoudre les conflits, pour retrouver cette connexion émotionnelle et pour surtout arrêter de nourrir le ressentiment et la frustration. Et donc un investissement, comme tout, ça aura des bénéfices à long terme, pas forcément qu'à court terme. Et ça, c'est très important. Donc comme je le disais, pour aller encore plus loin dans cette aventure du couple, vous pouvez venir découvrir mon approche et également de fabuleux thèmes dans la 5e édition de la semaine du couple. C'est un événement qui est unique et qui a lieu en ligne du 3 au 7 juin 2024. Et pendant une semaine, en fait, je vais vous proposer une série de masterclass, de conférences en ligne gratuites sur différents sujets autour du couple. Vous allez pouvoir vraiment vivre une expérience unique de prise de conscience, d'information. Et vous pouvez vous inscrire grâce au lien dans les notes de l'épisode ou sur mon site internet www.celinedomec.com. Sur la page d'accueil, vous avez les informations pour vous inscrire à la semaine du couple, la 5e édition. Moi, j'ai hâte de vous retrouver lors de cet événement unique et dans le prochain épisode du podcast Les chemins du couple. À très bientôt!